Bernard Stiegler, à l'occasion de ce livre, un livre important, État de choc, un livre qui à la fois rassemble la réflexion que vous menez depuis bien longtemps, qui rassemble tous les terrains que vous défrichez et que vous ouvrez, mais je dirais aussi un livre qui ouvre sur une nouvelle question, une question grave, une question qui est celle pour vous de la crise de la raison. On ne vous attendait pas nécessairement sur ce chantier. C'est vrai, le sentiment aujourd'hui dominant, que ce soit dans la crise économique et financière, dans la crise écologique, dans la crise technologique aujourd'hui, que de toutes parts, sentiment vague mais diffus, que de toutes parts, les produits, les enfants de la raison, en quelque sorte, les produits de la raison se retournent au nom d'une certaine forme de rationalité contre la rationalité humaine, qui ne serait plus qu'indexée aujourd'hui, dites-vous, à la performance qui c'est devenu le critère exclusif et qui menacerait en quelque sorte notre civilisation assise sur la raison. Vous dites de manière très très forte dans ce livre, la raison est entrée en guerre contre elle-même, l'impression dominante est d'une déraison qui domine notre temps. Et vous reprenez là un thème qui avait été ouvert mais abandonné depuis par l'école de Francfort, Adorno et Horkheimer. Cette idée surgit au lendemain des désastres du XXe siècle que la raison, l'État moderne, le droit moderne, toute une série d'instruments produits de la raison s'étaient retournés en quelque sorte contre la raison, et qu'aujourd'hui les ennemis de la raison n'étaient plus les passions ou l'irrationalité, mais que c'est la raison elle-même, sous le titre de la rationalisation de l'existence, qui était devenue la menace de notre temps. Donc vous reprenez cette hypothèse, mais vous l'actualiser, si je puis dire, de manière très forte et vigoureuse, de manière très militante aussi, je pourrais dire. Vous dites en ouverture de cet ouvrage a pour but de fournir des armes conceptuelles et d'ouvrir des perspectives d'action contre les thérapies de choc qui sont engagées aujourd'hui en Europe, mais à l'échelle du monde également, contre une certaine culture, une culture économique, une culture politique qui a fait l'Europe. Un livre, enfin, j'oserais dire un peu inquiétant, pour tout dire, quand un philosophe prend de l'envergure, il réinvente le vocabulaire philosophique, et il est vrai que dans ce livre, vous utilisez votre propre langage. C'est là aussi le surgissement d'une œuvre philosophique, c'est le surgissement d'un nouveau langage, parfois difficile. La crise, dites-vous, par exemple, est une crise de désindividuation des appareils psychiques. Vous nous expliquerez ces concepts. Il y a des menaces sur les rétentions tertiaires de transindividuation. Voilà des formulations prises comme ça, bien entendu, qui ne veulent pas dire grand-chose, que vous expliciterez, mais je voulais dire par là qu'il y a un langage philosophique aujourd'hui de Bernard Stiegler qui est difficile et parfois âpre, comme dans ce livre. Vous êtes, Bernard Stiegler, un mot de votre parcours qui est très intéressant. Vous êtes la grande et peut-être une des seules figures montantes aujourd'hui de la philosophie française. Je veux dire par là que toute une génération, la grande génération des Lévinas, Ricoeur, Derrida sont partis. Il y a certainement des jeunes qui sont en train de se lancer, mais vous, on a vraiment le sentiment que vous faites œuvre depuis une vingtaine d'années, depuis la faute d'Épiméthée en 1994, en 2002 de la misère symbolique, en 2008 prendre soin, et en 2010 encore, je n'en cite que quelques-uns, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, ce très beau titre. On a le sentiment, oui, que vous faites œuvre, que vous dessinez un chemin philosophique, un chemin qui est au carrefour, je dirais, pour faire très vite, de trois domaines. Un domaine, une dimension anthropologique, où dans les pas de l'anthropologue Leroy-Gourhan, vous reprenez en charge la question de la technique, cet éternel oublié de la philosophie, et qui est pour vous au cœur de votre réflexion. La technique, l'homme en quelque sorte est un être de langage, c'est-à-dire de technique. Il existe dans l'extériorisation technique de lui-même, et il n'est pas au-dedans de lui, il n'est pas dans son intériorité, il est au contraire dans ce mouvement d'extériorisation de lui-même. Donc une thèse très forte anthropologique, mais une thèse aussi plus dans une dimension plus philosophique, inspirée par Derrida, mais aussi Husserl et la phénoménologie, sur la question de la mémoire, sur la question de qu'est-ce que c'est que le psychisme humain et qu'est-ce que c'est le fonctionnement de ce psychisme. Enfin, une troisième dimension
dimension, plus d'économie politique, je pourrais dire, dans les pas de Marcuse, une réflexion sur le devenir du désir dans l'économie d'aujourd'hui, la manière dont l'économie aujourd'hui, au sens très large, a pris en charge, est devenue une économie du désir, et ses vertus de capter, de canaliser nos désirs. Vous menez une réflexion théorique qui a aussi des retombées, des implications pratiques. Vous me disiez un instant que vous aviez été sollicité par les instances mondiales du web pour leur proposer vos réflexions sur les nouvelles technologies. Il est vrai que dans ces domaines, vous êtes un des rares philosophes à prendre en charge ces nouveaux outils qui font aujourd'hui, avec lesquels aujourd'hui on écrit, avec lesquels on communique, avec lesquels on pense sans doute. Et vous avez d'ailleurs été à la tête d'une série d'instituts, l'Institut de recherche et d'innovation, l'IRCAM, mais aussi aujourd'hui Ars Industrialis, cette association pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Un mot tout de même de votre itinéraire, parce que c'est pas tous les jours que dans le monde de la philosophie qu'on a un itinéraire aussi flamboyant. Vous l'avez raconté dans Passage à l'acte, donc ce n'est pas une indiscrétion de ma part. Vous avez eu un parcours assez romanesque, épique, né dans un milieu modeste d'un père ingénieur à la télévision et d'une mère employée de banque. Vous abandonnez plus ou moins les études dans le tourbillon des années 68, même si vous destinez plus ou moins à être assistant réalisateur, si je m'abuse. Vous faites tous les métiers possibles et imaginables, manœuvre, employé de bureau, ouvrier agricole, et puis vous ouvrez un bistrot de jazz à Toulouse, fréquenté par certains philosophes, comme Gérard Granel, le traducteur de Husserl en France, et suite à des difficultés économiques dans cette entreprise, vous passez à l'acte et vous faites une série de braquages dans des banques pour essayer de maintenir cette entreprise. Ça vous vaut une condamnation à 5 ans de prison, et c'est très rare. Aujourd'hui, la prison pour vous a été en quelque sorte bénéfique. Je crois que c'est très très rare. Et vous dites, j'aurais sans doute mal tourné sans la prison, puisque vous avez repris vos études en prison. Vous avez commencé des études par correspondance de philosophie. Vous avez repris contact avec Gérard Granel, qui vous avait apporté en quelque sorte la philosophie en prison. Et dès que vous sortez ainsi, nouvelle passion pour la philosophie, dès que vous sortez de prison, vous sautez dans un avion ou un train pour l'école normale à Paris, où une aventure commence avec Derrida, à qui vous aviez écrit en prison et qui vous accueille avec beaucoup d'amitié et de générosité. Vous ferez votre thèse sur la technique avec Derrida, et vous serez, à partir de là, vous serez d'une série d'aventures au Collège international de philosophie, à l'Université technologique de Compiègne, je le disais, à l'IRCAM, à l'Institut de recherche et d'innovation au Centre Pompidou aujourd'hui. Quand on vient vous interroger, ce n'est pas un philosophe en chambre derrière sa bibliothèque qu'on interroge, c'est quelqu'un qui a une quinzaine de thésards qui travaillent derrière leurs ordinateurs et en direct en quelque sorte sur le réseau. C'est assez impressionnant. S'il fallait dire un mot de votre thèse philosophique, je le disais, c'est une thèse sur la technique dont vous avez réévalué philosophiquement la dimension, je dirais, dans ce qui fait l'homme. L'homme est un être technique. La technique est une extériorisation qui, en quelque sorte, sauve des choses qui seraient perdues sans cela. C'est une extériorisation de la mémoire, dites-vous. Et vous êtes revenu à plusieurs reprises sur une scène que je trouve assez belle et assez précise, une scène qui est une scène de Platon, le Ménon, issu du Ménon de Platon, que vous avez relu en quelque sorte. Tout le monde connaît peut-être le Ménon de Platon, qui est un dialogue sur la vertu, où le Ménon oppose à Socrate cette aporie fameuse de recherche de la connaissance. On ne peut pas rechercher, dit Ménon, ce qu'on ne connaît pas encore, parce que si on ne le connaît pas, on ne serait pas capable de le reconnaître quand on tombe dessus, et si on le connaît déjà, on ne le rechercherait pas. Et face à cette aporie, Socrate répondait avec sa théorie de la réminiscence, que vous connaissez tous, l'idée que nous avons en réalité nous ne découvrons pas les savoirs, nous faisons que nous les en souvenir, un souvenir oublié de notre contemplation avec le monde des idées. Et il convoquait à cet effet, pour faire preuve, un jeune esclave pour dessiner dans le sable avec lui un raisonnement géométrique
et faire la preuve qu'un esclave qui n'avait pas été formé à la géométrie savait simplement, en dessinant un raisonnement géométrique, suivre ce raisonnement et le refaire pour lui-même. Vous pointez, vous, Bernard Stiegler, contre le point que voulait faire Platon, l'idée de réminiscence, l'esclave se souvient de sa contemplation des idées géométriques. Non, ce qui est décisif dans cette scène inaugurale de la philosophie, c'est l'outil avec lequel l'esclave se sert pour dessiner les figures dans le sable, l'outil qui est en quelque sorte à garder la mémoire de tout le savoir de l'humanité. Les outils sont... l'homme est fabricateur d'outils, c'est-à-dire qu'à la différence des animaux, il est capable de générer du nouveau et d'incorporer dans des outils ces pensées nouvelles. Je trouve que cette scène est... Voilà une intervention philosophique dans un dialogue qui était lu depuis 2000 ans, qui a fait générer de la pensée. On peut encore générer de la pensée dans la lecture des dialogues de Platon, et c'était quelque chose de réjouissant. D'un trait, s'il fallait vous caractériser de manière sans doute anecdotique, je dirais que vous êtes le pharmacien de la philosophie, puisque, en effet, ce terme de pharmakon, la technique pour les Grecs était un pharmakon, à la fois un poison et un remède. L'écriture était un poison et un remède, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de conserver nos pensées, mais qui est aussi le phénomène à travers lequel nous perdons la parole vive et la pensée vivante et qui se matérialise dans des livres que nous ne lisons plus. Eh bien, c'est cela un pharmakon, et vous avez en quelque sorte donné à ce concept très ancien une actualité très forte, vous nous en direz certainement un mot, pour penser les mots d'aujourd'hui qui sont pour vous des mots pharmacologiques, si je puis dire, c'est-à-dire que tous nos poisons sont le produit de nos remèdes et inversement, c'est-à-dire qu'il faut développer une pharmacie ou une pharmacologie aujourd'hui pour retourner les poisons contre eux-mêmes ou utiliser les remèdes contre les poisons. Vous êtes un philosophe thérapeutique en ce sens que pour vous la philosophie c'est prendre soin de notre capacité d'attention, de notre capacité de curiosité, de notre capacité de produire de la vérité, et cette prise de soin, vous la destinez en particulier à la jeunesse. Pour vous, les jeunes sont en péril à cet égard aujourd'hui. Première cible de la télévision. Vous avez écrit un essai assez percutant sur le fait qu'aujourd'hui, il y avait des programmes de télévision spécialement conçus pour les enfants en très bas âge, et que c'était une manière à travers laquelle le marketing captait l'attention des plus jeunes. Mais première victime aussi, vous le dites dans ce livre, aujourd'hui aux États-Unis, du fait de la présence des écrans partout, la conversation interfamiliale a chuté de 60%. Aux États-Unis. Vous êtes donc, je dirais, un médecin des âmes, un médecin qui proposait ces remèdes contre les empoisonnements qui nous entourent. Vous proposez des arts, des disciplines en quelque sorte sanitaires et philosophiques. Et enfin, je dirais que vous êtes aussi pharmacien au sens où, dans vos différents derniers livres, dans votre intervention politique, eh bien, vous êtes celui qui levait des drapeaux blancs. Dans ce livre, vous appelez à une armistice. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2012, nous célébrons la fin de la guerre. Eh bien, vous êtes de ceux qui appellent à mettre fin à la guerre économique qui lève aujourd'hui les peuples les uns contre les autres. Et dans cet engagement politique, vous avez une manière de procéder, je dirais, qui n'est pas du tout la manière classique de procéder de l'intervention du philosophe qui interpelle, qui donne son jugement avec autorité. Non, vous avez cette intervention plus thérapeutique justement du pharmacien ou du médecin des âmes. Voilà en quelques mots pour vous présenter très brièvement, mais il y a une œuvre immense. Je vous laisse maintenant la parole, Bernard Stiegler, donc sur ce thème, comment combattre la bêtise. Merci. Merci beaucoup, Martin Legros, de cette généreuse présentation. J'ajouterai une petite chose, c'est que j'ai aussi créé une école de philosophie qui est en ligne, qui s'appelle pharmakon.fr, et où je ne fais que des cours sur Platon, mais que vous pouvez aller voir sur Internet, c'est en accès libre, et j'y étudie chaque année un dialogue de Platon en particulier. Voilà. La France vient enfin de se débarrasser de Nicolas Sarkozy.
M. Sarkozy aurait été peut-être l'un des pires épisodes de l'histoire déjà bien mouvementée de la France. Un des pires au sens où ce sinistre personnage aura fait régner la bêtise sur ce pays pendant 5 ans, ce que nous paierons encore très longtemps, nous les Français et d'autres avec nous, les Européens sans doute, et que nous paierons peut-être d'ailleurs par la venue de l'extrême droite en France dans 5 ans à la présidence de la République, car c'est une chose extrêmement probable. Telle est à présent l'immense responsabilité de la gauche. Et quand je dis la gauche, je parle d'abord des militants et des citoyens qui veulent continuer à penser et à penser à gauche. Je ne parle pas seulement de ceux qui assument le pouvoir et que nous avons poussé à le prendre ou qui l'ont pris sans qu'on le leur ait demandé. Cette situation impose un sursaut sans précédent. Et en premier lieu, cela suppose de bien comprendre que le règne de la bêtise en France n'est ni limité à la France, malheureusement, ni le seul fait de Sarkozy ou de la droite en France. Je tiens d'ailleurs à préciser ici que je fais partie de ceux qui, à gauche, pensent que la droite n'est pas nécessairement plus bête que la gauche, même si je me situe personnellement très résolument à gauche. De fait, si Sarkozy a été élu et a pu agir avec tant de violence, car il a agi extrêmement violemment, c'est parce que quelque chose avait rendu cela possible. Il avait précédé, qu'il n'a fait qu'accentuer, et qui malheureusement se poursuivra bien au-delà de lui. Contrairement à Alain Badiou, je crois qu'il s'agit de toute autre chose, sous le nom de M. Sarkozy, d'un néo-pétainisme, même si, dans les derniers moments de la campagne électorale qui viennent de s'achever, Sarkozy aura aussi largement puisé dans cet héritage du pétainisme, mais il l'avait aussi fait dans l'héritage socialiste et communiste en se référant à Jean Jaurès, à Guy Moquet, etc., comme vous le savez. Tout cela faisant partie de techniques de désorientation des références, visant à mettre en œuvre une stratégie du choc, à la façon dont Henri Guénaud et Alain Minc, ses conseillers, habillant dans un contexte de storytelling généralisé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un petit peu difficile de séparer les deux, madame. Madame, s'il vous plaît, madame. Patience. Vous allez voir, madame. Vous allez voir. Donc, messieurs Guénaud et Kessler ont habillé dans un contexte de storytelling généralisé un programme qui avait été forgé par monsieur Kessler, Denis Kessler, qui avait fixé la définition de ce que devait être le MEDEF, replaçant le CNPF, et aussi du même coup le programme de l'UMP, qui avait pour objectif, très clairement revendiqué par M. Kessler, de liquider les structures issues du Conseil national de la résistance en France. Denis Kessler, qui fut par ailleurs co-auteur du premier livre de Dominique Strauss-Kahn. Face à tout cela, l'année passée a été marquée, outre par cette campagne électorale stupéfiante à tous égards qui vient de se terminer. Quand je dis stupéfiante, je veux dire nous laissant stupéfaits, c'est-à-dire aussi stupides, et finalement paralysés par la bêtise que suscite toujours un état de choc. Quand vous recevez un choc, vous restez bête. Cette année passée aura été marquée également par le succès frappant du petit discours de Stéphane Hessel prônant l'indignation. Indignez-vous. Je le précise ici parce que, comme j'ai tenté de le dire dans ce livre, État de choc, dont je ne parlerai pas en tant que tel, parce qu'il est là pour être lu, et je n'aime pas résumer mes livres, indignez-vous, qui se situe évidemment contre l'ensemble de l'entreprise que je viens de décrire très sommairement, madame, j'espère que vous n'avez pas été trop choqués. Ce livre, Indignez-vous, et celui qui a suivi d'ailleurs, qui a été co-signé par Stéphane Hessel et Edgar Morin, qui s'appelle La Voix, ne paraît pas du tout être, ces livres ne me paraissent pas du tout être à la hauteur de la situation. Si Nicolas Sarkozy a pu ainsi dominer en France, mais aussi avant lui et ailleurs, Berlusconi en Italie, Bush Junior aux États-Unis, et bien d'autres, en Thaïlande par exemple, il y a encore pas longtemps, ou encore actuellement en Hongrie, M. Orban,
c'est parce que la bêtise et son exploitation sont devenus un trait fondamental de notre époque et dans le monde entier. Vous me direz peut-être que toujours la bêtise a été présente et a même constitué une sorte de principe de fonctionnement des sociétés humaines. Au sens où, par exemple, le pouvoir peut, et finalement, inévitablement, toujours, doit engendrer la bêtise. Le pouvoir a toujours quelque chose d'absolument bête. Vous n'aurez pas tort si vous m'objectez cela, et je le pense moi-même, et je vais d'ailleurs y revenir. Mais ce dont je parle ici n'est pas seulement de cet ordre. Quand je parle d'une nouvelle situation des sociétés actuelles, confrontées à une exploitation systématique de la bêtise, je parle de quelque chose de bien plus grave et complexe. Ce soir, je voudrais montrer, premièrement, que la bêtise est d'abord ce qui nous affecte tous, et qui affecte toutes les sociétés. Deuxièmement, qu'elle nous affecte, nous, ce que j'appelle parfois, en reprenant une expression de Nietzsche, les tarvenus, ceux qui sont arrivés très tard, les hommes et les femmes du XXIe siècle. Elle nous affecte et elle affecte les sociétés contemporaines d'une façon tout à fait nouvelle, très originale et préoccupante. Troisièmement, que cet état de fait mérite donc des analyses nouvelles de ce que c'est que la bêtise d'une façon générale. Et quatrièmement, que ces analyses doivent venir au centre d'une politique nouvelle, une politique éducative, industrielle, scientifique, de santé publique, de reconstruction du lien social et des solidarités plus généralement, pour lutter contre cet état de fait et pour réamorcer dans les sociétés humaines ce qui constitue ce que j'appelle la contre-tendance de la bêtise, à savoir le désir d'élévation, dont je crois qu'il est tout aussi constitutif des sociétés que la bêtise. Autrement dit, oui, comme l'a annoncé le titre de cette conférence, selon moi, il s'agit bien de lutter contre la bêtise et de savoir comment le faire. Et j'affirme donc qu'il est tout à fait possible de lutter contre la bêtise. En revanche, et je vais développer ce point-là, je pose qu'on ne peut jamais vaincre la bêtise. Lutter contre la bêtise est un combat de tous les instants, l'objet d'une attention sans fin, c'est-à-dire littéralement infinie. Comme nous devons sans cesse, et même sans nous en rendre compte d'ailleurs, faire attention à la mort, par exemple. Car la mort nous menace à tous les instants. Elle est notre destin. Et notre vie est intrinsèquement constituée par sa constante lutte contre la mort, qui est non seulement probable, mais qui est la seule chose qui soit absolument, non seulement probable, mais certaine. La seule chose dont vous pouvez être sûr qu'elle vous arrivera, c'est la mort. D'une certaine manière, vous pourriez aussi remarquer que peut-être elle ne vous arrivera jamais parce que vous ne serez justement pas là pour la vivre. C'est tout le problème de la mort. La mort est certaine comme l'injustice est certaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas lutter contre la mort ou contre l'injustice. Au contraire, la vie est ce qui lutte contre la mort, et l'injustice est ce que combat celui qui vit l'injustice, je veux dire par là, celui qui est injuste. C'est ce que dit Héraclite. Seul celui qui est injuste peut avoir l'idée de la justice. Cette situation étrange et d'apparence paradoxale, qui veut que celui qui est injuste lutte contre l'injustice, c'est-à-dire contre lui-même, c'est ce que le monothéisme a appelé le péché originel. C'est aussi ce que Socrate répond à Gorgias et à Calliclès dans le dialogue Gorgias, lorsqu'il affirme qu'il est plus laid et qu'il est donc plus pénible de commettre l'injustice que de la subir. En cela, pour moi, la question de l'injustice, mais aussi de la bêtise, est apparentée à la question de la tentation. Question hautement religieuse, dont par exemple Saint Antoine est une incarnation fabuleuse, mais question dont parle aussi un très grand philosophe français encore largement sous-estimé et méconnu, qui s'appelle Gilbert Simondon, qui fut le grand inspirateur de Gilles Deleuze.
Pour moi, la tentation, ça n'est pas le cas pour Simondon, dans ces termes-là, procède aussi de ce que Sigmund Freud appelle la régression, dont il montre que personne ne peut échapper à la régression, que constamment un appareil psychique évolué tente à régresser en dessous de lui-même. Et si j'en ai le temps, je vous dirai aussi pourquoi c'est à mon avis la très grande découverte d'Aristote dans le traité de l'âme. Avant de vous dire cela, je voudrais vous citer quelques lignes de Gilbert Simondon dans un livre très difficile d'ailleurs, qui s'appelle L'individuation psychique et collective, où, de façon très surprenante de sa part, à une époque où on se réfère très peu à la théologie, aux allégories de la tentation, il mobilise ce concept, il convoque ce concept qui, pour nous, les gens du XXe ou du XXIe siècle, vient du christianisme, en tout cas du monothéisme. Simondon dit ceci: l'individu psychique, excusez-moi, j'ai arrêté mon téléphone parce que j'entends qu'il sonne et j'ai oublié de l'éteindre, cela me perturbe. Dans une petite seconde. Et je le retrouve. Simondon dit donc que l'individu psychique est séparé de lui-même. Il trouve en soi la séparation entre le bien et le mal, entre l'ange et la bête. Séparation accompagnée de la conscience de la double nature de l'homme. Ce que dit Simondon, c'est que nous sommes tous clivés. Nous sommes tous constitués par deux pôles. Un pôle dont je dirais que on pourrait l'appeler le désir d'élévation. D'ailleurs, lui-même, Simondon, dans un autre livre, parlera de l'inclination à l'élévation. Et d'autre part, le penchant à la bassesse. Et Simondon dit dans ce livre que cette structure de notre psyché, qui nous constitue de manière native, fondamentale, initiale, originelle, eh bien nous avons tendance à la projeter à l'extérieur et à l'extérioriser donc dans un principe de bien et un principe de mal qui serait dans le monde, et à partir de là nous fabriquons une figure du démon. Démon qui fonctionne comme une sorte de pharmakos, c'est-à-dire de bouc émissaire. Pour Simondon, nous sommes des êtres dédoublés par une tentation de céder à la bassesse plutôt qu'à l'élévation, ce que dans la terminologie d'origine chrétienne on appelle le bien et le mal, mais en fait on en parle aussi comme ça dans Platon. Platon contribue à forger cette vision-là. Et selon moi, ceci procède de notre situation pharmacologique, c'est-à-dire le fait que nous sommes des êtres extériorisés, que le pharmacone est toujours potentiellement le vecteur de la possibilité de faire du bien ou du mal, et que ce bien et ce mal que nous pouvons faire dans le pharmacone, il vient en fait de nous. Mais le pharmacone nous donne accès à toute cette double possibilité d'élévation et de bassesse. Et évidemment, nous rejetons cette double possibilité sur le pharmacone lui-même pour en faire un bouc émissaire. C'est-à-dire que nous nous en prenons très souvent à la technique, là où en fait nous sommes en cause fondamentalement dans l'affaire. Alors, si j'ai le temps tout à l'heure, je vous dirai comment et pourquoi je rapporte toutes ces questions à la psychanalyse freudienne et à la question du désir, qui elle-même est constituée, selon moi, par cette double structuration qui constitue un pôle de tentation. Ayant dit tout cela, et essayant par là de jeter quelques perspectives très générales sur ce que serait la question de la bêtise, je vais me rapporter maintenant à ce livre dont vous parliez, Martin Legros, qui s'appelle donc État de choc. État de choc, c'est un titre que j'ai emprunté pour une part à Naomi Klein, qui a publié un livre qui a été traduit en français par La stratégie du choc. Le titre anglais, c'est The Shock Doctrine, et où elle montrait que depuis que ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, que moi je préfère appeler plus précisément la révolution conservatrice, s'est emparée de l'idéologie planétaire, en particulier sous la férule de Milton Friedman, qui est le penseur de l'école d'économie de Chicago,
une stratégie du choc a été mise en œuvre depuis la fin des années 70 pour profiter de toutes les catastrophes économiques, écologiques, catastrophes naturelles, etc., pour détruire systématiquement. Parce que, par exemple, Denis Kessler appellerait l'héritage du Conseil national de la résistance en France, ou bien tout ce qui s'est fait au Chili lorsque Pinochet arrive dans une stratégie du choc pour imposer un modèle ultralibéral en utilisant des techniques de stupéfaction et de vitesse pour finalement imposer des transformations de la société dans le sens des intérêts de ceux qui prônent ce néolibéralisme, cet ultralibéralisme, et qui sont en fait le capitalisme financiarisé. Dans ce livre, je soutiens, je ne veux pas le résumer, mais je vais dire quand même en 2 mots quelle est l'intention générale. Je soutiens que, comme vous l'avez peut-être entendu dire, parce qu'un film l'a rendu très patent, ce film s'appelle Inside Job. Les universitaires américains, en particulier les économistes américains, de très grandes universités, certaines que je connais bien, Columbia, Harvard, Berkeley, énormément d'autres, de très grandes universités, ces économistes ont été mis au service d'une production d'une idéologie, d'une légitimation d'une idéologie mise en œuvre par cet ultralibéralisme, dont Inside Job a révélé que tous ces économistes étaient extrêmement grassement payés, puisque certains touchaient parfois plus d'1 million de dollars de jetons de présence dans des conseils d'administration de banques, de maisons d'assurance, de systèmes de surveillance, soi-disant, du système financier américain qui, comme vous le savez, conduit aux subprimes, puis des subprimes à Lehman Brothers et de Lehman Brothers à la terrible crise dans laquelle nous sommes depuis 4 ans maintenant, 5 ans bientôt, et qui malheureusement ne fait que commencer. Et dont l'Europe va être le dindon de la farce. Nous, les Belges, les Français, les Allemands aussi. Face à cette situation, on pourrait être tenté de s'en prendre aux économistes, comme les économistes français le font d'ailleurs à l'endroit d'eux-mêmes pour certains d'entre eux, les économistes atterrés par exemple, André Orléans qui a publié récemment, il y a 6 mois, un livre où il condamne cette pratique de l'économie universitaire, qui n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire de critique de ces modèles qui en fait ne tenaient absolument pas la route sur le plan conceptuel. Mais je pense que cette condamnation des économistes, c'est une facilité dont les philosophes, les sociologues, tant d'autres universitaires pourraient être tentés de s'emparer comme de boucs émissaires en disant, vous voyez, c'est leur faute. Et d'éviter ainsi par là de se poser des questions, de savoir ce que eux, les philosophes, les sociologues, les économistes, les psychologues ou je ne sais qui, ont pu dire à cette époque-là. C'est dans ce contexte que j'ai ouvert une espèce de polémique posthume avec mon maître et ami Jacques Derrida, à qui je dois à peu près tout, pas seulement à lui, mais beaucoup à lui, essentiellement à lui, à commencer par son amitié, sa générosité, son hospitalité, mais surtout, je dirais, ses concepts et ses analyses fabuleuses de l'histoire de la philosophie. Et dans ce livre, je manifeste un désaccord radical avec lui sur un point en particulier. J'en ai beaucoup d'autres. Il le savait, on en a souvent parlé. Mais là, j'en ai un très particulier dont je n'avais pas parlé avec lui, parce qu'il l'a exprimé dans un séminaire auquel je n'ai pas assisté. C'était le dernier séminaire de la dernière année de sa vie. Donc en 2002-2003, il a tenu un séminaire à l'École normale supérieure, non, je dis des bêtises, à l'École des études en sciences sociales, qui s'appelait La bête et le souverain, et dans lequel séminaire, il tente d'analyser la question de la bêtise et aussi de l'animalité. Et dans ce livre, dans ce séminaire qui depuis est devenu un livre, il ouvre une espèce de discussion posthume, là aussi, avec Gilles Deleuze. Gilles Deleuze est mort en 1995, il s'est suicidé. Je ne vous parlerai pas de la discussion entre Derrida et Deleuze. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez lire le livre, vous pouvez aussi aller sur Internet, puisque j'ai fait une conférence là-dessus. Je trouve que Derrida, pour la première fois d'ailleurs de ma vie, je le trouve en défaut de lecture. Je pense qu'il lit mal Deleuze, et qu'en fait, il le lit injustement. Il ne le lit pas comme il faisait autrefois avec tous ces grands philosophes qu'il a commentés, en prenant tout le texte dans sa totalité, mais il en fait une lecture extrêmement partielle. Où est-ce que se situe le différent entre Deleuze et Derrida ? En surface, il se situe dans le discours que Deleuze tient sur l'animalité et l'humanité,
en profondeur, il se situe sur le rapport à la bêtise. Je ne vous parlerai pas de l'animalité, ce n'est pas le sujet de ce soir. Si vous voulez que nous en parlions, nous le ferons dans la discussion. Mais je voudrais vous dire quelque chose de la bêtise. Donc, Deleuze a parlé beaucoup de la bêtise. Et je dois dire que pour moi, le plus grand discours sur la bêtise du XXe siècle, c'est celui de Gilles Deleuze. Deleuze a parlé de la bêtise en se référant à Nietzsche et en citant Nietzsche, là où Nietzsche, dans un de ses fragments, dans ses petits textes bien connus, définit la philosophie, la tâche de la philosophie comme étant de nuire à la bêtise. Faire de la philosophie, c'est nuire à la bêtise, c'est lutter contre la bêtise. Et donc Deleuze reprend, à 2 reprises d'ailleurs, ce thème à son propre compte. Et à cela, Derrida objecte en se référant à un livre américain d'une philosophe américaine qui s'appelle Avital Ronell, qui enseigne à la NYU, à l'université de New York, dans un livre qui s'appelle Stupidity, ce qu'on ne peut pas traduire en français par bêtise. Exactement, puisque en français, pour traduire stupidity, il y a le mot stupidité. Et la stupidité n'est pas exactement la même chose que la bêtise. Dans la bêtise, il y a la bête. Dans la stupidité, il y a la stupeur. Dans Stupidity, Avital Ronell, je cite ici Jacques Derrida, met en question la possibilité même de lutter contre la bêtise. Elle le fait notamment, dit Derrida, parce que... Ah non, excusez-moi, je suis désolé, c'est moi que je suis en train de citer, c'est pas Derrida. Je suis en train de lire mon propre texte. Donc, je dis dans ce livre État de choc que Avital Ronell met en question la possibilité même de lutter contre la bêtise, et elle le fait notamment parce que, comme le souligne Derrida, les limites de la langue, les limites qui, par exemple, empêchent de traduire le mot français bêtise en anglais autrement que par stupidity, ce qui est une traduction bête, si je puis dire, ou stupide. Ces limites, qui sont purement factuelles, c'est-à-dire bêtes de ce point de vue-là, c'est un fait, c'est tout bête, hein, c'est un fait sans droit, c'est bête. En anglais, on ne peut pas dire bêtise. Et en français, par stupidité, on ne rend pas compte de ce que veut dire stupidity en anglais. Ces limites-là sont insurmontables, dit Avital Ronell. Et elle a évidemment raison. Cette impossibilité de penser la bêtise en anglais autrement qu'à partir de la stupidity de l'anglais tient à l'idiotie des idiomes, à leur idiomaticité irréductible, qui est toujours aussi en quelque façon leur facticité. C'est un fait, et leur bêtise. Ce fait est quelque chose de tout à fait bête, et c'est insurmontable. Et en particulier, c'est ce qui est la cause de toutes ces erreurs dues à des erreurs de traduction, à toutes ces bêtises qui sont dues à des erreurs de traduction qui masquent l'impossibilité de la traduction, dont Derrida était un des très grands penseurs d'ailleurs, avec Walter Benjamin. Derrida avait médité tout cela à partir d'un défaut, il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans. Un défaut qu'il avait ressorti d'un passage de la Bible où il est question des Éphraïmites et du Shibboleth. Vous savez que les Éphraïmites ne pouvaient pas prononcer Shibboleth, ils disaient Siboleth, et c'est comme ça qu'ils furent massacrés. D'ailleurs, on pourrait remarquer, ce que ne fait pas Derrida, que la langue de Moïse ne se donne de la part de Moïse qu'à partir de son bégaiement, un défaut de prononciation, quelque chose qui est tout à fait bête. C'est frappant de voir que Moïse bégaye, tout comme Oedipe boite, et comment tous ces grands personnages représentants du destin sont tous handicapés. La langue elle-même est handicapée, elle ne peut pas traduire stupidity par stupidité, par exemple en français. De cet état de fait idiomatique, qui frappe par avance tout esprit de stupeur, de cette stupor, comme on dit en latin, qui, souvent dû d'ailleurs à un état de choc, parce que quand on est dans un état de choc, on est stupide, on est frappé de stupeur. On peut se choquer soi-même en se donnant des stupéfiants d'ailleurs, hein, un pétard, de la cocaïne ou de l'héroïne, etc. De cet état de fait qui donne cette stupidity,
Avital Ronell pose comme point de départ de sa réflexion dans ce livre, Stupidity, qu'une lutte contre la bêtise, et en particulier une lutte contre la bêtise par une puissance publique, un État, l'Union européenne ou je ne sais quoi d'autre, est littéralement vaine, pour ne pas dire absolument bête et stupide. Elle dit ceci, cette fois-ci c'est Avital Ronell que je cite. « Il serait tentant de partir en guerre contre la... » On traduit en français bêtise, mais le texte anglais c'est stupidity. Comme s'il s'agissait de quelque chose dont on peut triompher. On imagine difficilement dans quelles circonstances un organisme national ou territorial, voire le gouvernement des États-Unis, pourrait déclarer la guerre à la bêtise de la même façon qu'il a pu se lancer dans une guerre à grande échelle contre la drogue. C'est intéressant ce rapport entre drogue, c'est-à-dire pharmacone, et bêtise. L'objet présumé de cette guerre, dit-elle, avait au moins, dans le cas de la drogue, une ombre de matérialité. Il y a des molécules d'héroïne, il y a des molécules de cocaïne. Mais la bêtise excède ou annihile toute matérialité, dit Avital Ronell. Alors, je voudrais commenter ces propos par deux remarques. Premièrement, ces propos supposent qu'une guerre, c'est ce qui doit triompher, et qu'il n'est pas possible de lutter contre ce qui revient toujours. Ce qui est absolument faux, de toute évidence. Faire la guerre au sens de lutter contre un état de fait, par exemple l'injustice dont je parlais tout à l'heure, ou la mort, ou la maladie, ce qui est en principe le but d'une organisation politique, telle que beaucoup parmi nous la conçoivent, lutter contre l'injustice. Ça ne veut pas dire croire qu'on va vaincre l'injustice. Évidemment, certains y ont cru. Ça a mené au goulag ou au camp de concentration. Mais ce n'est pas parce que les goulags et les camps de concentration ont eu lieu que nous allons renoncer à lutter pour la justice contre l'injustice. Donc on peut très bien mener une guerre sans jamais la gagner finalement, ultimement. Deuxièmement, ces propos disent que la bêtise n'est pas liée à la matérialité. Or, si on accepte de poser que ce que Platon décrit comme un empêchement de penser par la pratique sophistique de ce pharmacone qu'est l'écriture, si on admet que cet empêchement de penser que Socrate dénonce, par exemple, dans la manière dont Phèdre répète comme un perroquet le discours de Lysias sur l'amour, si on admet que ceci est un état de bêtise, aussi bien que de stupidity d'ailleurs, alors il est évident qu'il y a au moins des cas où la bêtise procède d'une certaine matérialité, par exemple la matérialité de l'écriture. Et d'ailleurs, je remarque que les stupéfiants, dont parle Avital Ronell en disant la drogue, là on peut lutter contre, ce sont des systèmes de production de bêtises. Et elle ne le voit même pas. Elle est un peu bête de ce point de vue-là. En fait, toute cette matérialité procède de l'inscription de la trace, de ce que Jacques Derrida, dans son opus magnum de la grammatologie, avait appelé le supplément. Et nous pourrions peut-être poser en général que la bêtise est liée à l'extériorisation dans les traces. Comment, par exemple, cet appareil me rend bête, nous rend bête, ou la télévision, ou tant d'autres, tous les appareils en réalité nous rendent bêtes. Pourquoi est-ce qu'ils nous rendent bêtes ? C'est parce qu'ils rendent possible ce que Platon décrit comme donc une stupidité provoquée par les sophistes avec l'écriture qui me conduisent à ne pas penser par moi-même et à me faire téléguider par les autres à travers l'écriture et donc à renoncer à mon propre savoir pour répéter le savoir qui vient d'un autre qui du coup n'est plus un savoir mais simplement une répétition. Ça provient de ce que j'avais appelé dans mon premier livre la faute d'Épiméthée, c'est-à-dire le fait que le frère de Prométhée, Épiméthée, a oublié de donner une qualité aux mortels et que Prométhée était obligé d'aller voler la technique chez les dieux. C'est ça l'origine de l'extériorisation dans la mythologie des Grecs. Mais c'est ce qui conduit à ce que beaucoup plus tard, Karl Marx appellera la prolétarisation. Car finalement, ce que décrit Karl Marx, mais le premier à l'avoir décrit, ce n'est pas lui, c'est presque son adversaire, c'est Adam Smith, dans La richesse des nations. Ce que décrivent Adam Smith, Karl Marx, mais aussi Simone Weil, lorsqu'elle travaille chez Alstom comme ouvrière à la chaîne,
c'est une stupidité et une bêtise induite par la prolétarisation du travailleur, qui fait que son savoir étant passé dans la machine, il est devenu l'esclave de la machine et non plus le praticien de cette machine. Il est pratiqué par la machine, mais lui ne la pratique plus, il la sert. Et ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui tous, avec ces appareils où nous nous apercevons que nous ne connaissons même pas notre propre numéro de téléphone, mais aussi lorsque nous appelons Alan Greenspan, étant convoqué par la Chambre des représentants à Washington, on nous demande des comptes, on nous dit « Mais monsieur Greenspan, comment avez-vous pu laisser se développer les subprimes? Pourquoi n'avez-vous pas sauvé Lehman Brothers? Comment avez-vous pu cautionner la nomination comme président du Nasdaq de monsieur Madoff ?» Et il répond « On n'y comprend plus rien. Personne n'y comprend plus rien. Tout est passé dans les machines, dans les bots, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans les robots. » La bêtise a toujours partie liée à des matériaux, à des matériels, à des appareils, à des dispositifs techniques, dont le premier s'appelle le doudou. Car Donald Winnicott dit « Une bonne mère, c'est celle qui sait investir de son propre désir le doudou, ce qu'il appelle l'objet transitionnel du bébé, mais c'est aussi celle qui sait à un moment donné séparer le bébé de son doudou, et à ce moment-là, ce bébé devient un enfant et non plus un bébé. Et il apprend à se détacher de ce pharmacone dont il a eu besoin pour construire son désir, dont à un moment donné il doit se séparer, sinon il va régresser. Et évidemment, si cette séparation se passe mal, il y aura plus tard de la régression, du retour de régression. Le fétiche dont parlait Sigmund Freud dès la fin du XIXe siècle est une forme du pharmacone, évidemment, qui produit de la bêtise, qui peut produire de la bêtise, c'est-à-dire au lieu d'être mis au service de la transformation de mes pulsions en désir, il peut se mettre au service de la régression de mes désirs en pulsions. C'est le problème de M. Strauss-Kahn. Si tout cela est vrai, alors, si ce que je viens de vous dire est vrai, si mes objections à Vital Ronel sont justes, si vous les partagez, vous pouvez dire avec moi qu'il est tout à fait possible de lutter contre la bêtise. Mais ça suppose de lutter contre certaines appropriations de la matérialité qui est à l'origine de la bêtise et qui sont mises au service, ces appropriations, de ce que j'appellerais non pas simplement la prolétarisation, mais l'incapacitation. Et ici, je me rapproche d'Amartya Sen, que je relie étrangement à Karl Marx et Adam Smith. Parce que finalement, Amartya Sen, lorsqu'il décrit dans ce livre, dont vous avez certainement entendu parler, qui lui a valu un prix Nobel d'économie, cet état de fait qu'il constate en tant qu'économiste démographe, à savoir que on vit plus longtemps au Bangladesh qu'à Manhattan, qu'à Harlem, je veux dire. Et effectivement, si vous allez voir les chiffres, le taux de mortalité est plus élevé à Harlem que dans le Bangladesh. Le Bangladesh où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas d'évacuation des eaux usées, où il n'y a pas d'eau courante, où on souffre de la faim, souffre moins de mortalité que le district de Harlem au nord de Manhattan. Et les analyses de Amartya Sen montrent que cet état de fait procède du fait que les savoir-vivre dans cette région des États-Unis la plus développée du monde, au cœur de New York, ont été détruits, et qu'à travers cette destruction des savoir-vivre, finalement, la fragilité des hommes est plus grande qu'au Bangladesh, où les hommes ont tant de difficultés à vivre, où ils ont maintenu des savoirs sociaux, des savoir-faire, des savoir-vivre, et une solidarité sociale qui fait que, finalement, on y vit mieux, d'une certaine manière. Ce que je veux vous dire en énonçant ces propositions, c'est que pour moi, la question de la lutte contre la bêtise est une question non pas de psychologie, simplement, ou de philosophie, mais bien d'économie et d'économie politique. Pour lutter contre cet état de fait qui a conduit au règne de la bêtise et au renoncement de la philosophie et de l'université à lutter contre cet état de fait, c'est-à-dire au renoncement à défendre le programme des Lumières, comme le disaient Adorno et Horkheimer, qui posait que qu'est-ce que les Lumières, on me demandait une revue de Berlin s'adressant à Emmanuel Kant,
des Lumières, c'est sortir de la minorité, c'est-à-dire accéder à la majorité. Et ça, c'est le programme de la raison. Horkheimer et Adorno ont montré en effet, dans la dialectique de la raison, que la raison s'était retournée contre elle-même, en étant devenue ce que Max Weber, avant eux, avait appelé la rationalisation, la raison s'était mise au service du développement de la bêtise et non pas de la lutte contre la bêtise. Je crois pour ma part que une bonne partie de la philosophie, en particulier de la philosophie française, a renoncé purement et simplement à lutter contre cette aggravation de la bêtise. Et elle y a renoncé sans le dire, peut-être même sans s'en rendre compte, et peut-être en pensant finalement, sans en avoir tout à fait conscience, qu'il était illusoire de lutter contre la bêtise, et que finalement il était peut-être inévitable que la plupart d'entre nous vivent dans la bêtise. Je crois que cette situation s'est effectivement imposée dans le monde entier, et qu'elle est scandaleuse, et qu'il faut y mettre un terme. Cela étant, cette situation a été produite, j'y reviendrai tout à l'heure, par une société industrielle et une économie industrielle qui s'appelle le consumérisme et qui repose sur l'exploitation du désir qui, en l'exploitant, le détruit et le transforme en pulsion. Et autant le désir est intelligent au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'intelligence au XVIIIe siècle, c'est la relation sociale. Être en intelligence avec quelqu'un, c'est être en bonne relation avec cette personne. C'est ça que veut dire le XVIIIe siècle par intelligence. Le désir qui crée du lien et qui est intelligent, lorsqu'il régresse au stade pulsionnel, devient au contraire antisocial, il est foncièrement égoïste, il est autocentré et il est l'adversaire du désir. La pulsion est l'adversaire du désir. Alors tout à l'heure je dirai un mot des rapports entre pulsion et désir pour essayer de préciser ce sujet compliqué sur lequel je crois que là aussi la philosophie française notamment au XXe siècle a créé un certain nombre de confusions. Mais avant cela je voudrais revenir à Vital Renel. Vital Renel pose qu'il est impossible d'opposer la bêtise et le savoir. Je la cite. La bêtise ne peut être simplement opposée au savoir, pas plus qu'elle ne constitue l'autre de la pensée. Elle n'est pas extérieure à la pensée, elle en fait partie, dit Vital Renel. Alors si j'étais en désaccord radical avec l'idée qu'elle énonçait précédemment qu'il n'est pas possible de lutter contre la bêtise, je pense tout comme Vital Renel, au contraire, et d'ailleurs ce point de vue n'est pas simplement le sien, c'est celui de Nietzsche, que le savoir ne peut pas être séparé de la bêtise. Que le savoir engendre toujours de la bêtise. Qu'il se décompose toujours en une sorte de bêtise, comme le lait tourne, si vous voulez. Mais premièrement, je considère que cette situation, où le savoir produit de la bêtise, est pharmacologique. Deuxièmement, je pose que la bêtise, c'est la loi du pharmacone, de ce que j'appelle le pharmacone. C'est parce que nous vivons dans une situation pharmacologique que nous sommes soumis à la bêtise et à cette séparation en nous-mêmes dont parlait Simondon tout à l'heure. Et troisièmement, je pose que le pharmacone est la loi du savoir et qu'une pharmacologie pour notre temps doit être à même de penser le pharmacone de notre temps. Ce que je veux dire par là, c'est que autant la philosophie, depuis Socrate, a pensé le pharmacone de Socrate qui était l'écriture, et à la Renaissance, cette écriture est devenue une écriture imprimée, et la philosophie s'est mise à penser le rôle de l'imprimé, ça a donné ce qu'on appelle la République des lettres, dont parle Kant, et à laquelle il se réfère comme étant l'horizon des Lumières. Et il dit « Je pense et j'écris pour un public qui lit et qui sait lire dans un monde du livre imprimé ». Autant je pense que notre problème aujourd'hui, c'est le pharmacone, non pas simplement livresque, mais analogique, le cinéma, la radio, la télévision, et numérique surtout. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut repenser un programme comme celui qu'essayait de penser les Lumières au XVIIIe siècle dans le contexte de l'imprimerie, à l'époque du numérique. C'est dans le pharmacone qu'il faut trouver les ressources pour lutter contre la bêtise. Je partage avec Eric Havelock, un spécialiste américain de Platon, l'idée que Platon a été essentiellement celui qui a socialisé l'écriture pour faire de ce poison que produisaient les sophistes un remède qui est à l'origine de l'académie de Platon, c'est-à-dire du projet de l'académie en général, c'est-à-dire du projet universitaire, de toute la spécificité de la pensée occidentale. C'est par une
relation thérapeutique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au pharmacone, qu'il est possible de lutter contre la bêtise. Contre le pharmacone tel qu'il consiste toujours à court-circuiter tout d'abord un circuit d'intelligence collective. Pourquoi est-ce que je parle de circuit ? Vous parliez de mon vocabulaire compliqué tout à l'heure, c'est pas seulement le mien, c'est aussi celui de Gilbert Simondon pour une partie. Qu'est-ce qu'un savoir et qu'est-ce qu'une intelligence ? Simondon pose que d'abord, le savoir c'est un processus d'individuation. Apprendre quelque chose, c'est conquérir du savoir, et quand j'apprends quelque chose, dit Simondon, je m'individue. C'est-à-dire que je deviens ce que je suis. Je deviens autre que je suis, je deviens l'autre que je promets d'être. Cette transformation de l'individu psychique, Simondon dit, elle ne se produit effectivement, et non pas simplement fantasmatiquement, que si elle contribue à la transformation d'un individu collectif, qui peut s'appeler la géométrie, la peinture, le cinéma, la philosophie ou la cité. C'est d'ailleurs ce que dit Socrate aussi. C'est une reformulation d'un point de vue socratique. Chez Simondon, on n'oppose pas l'individuation psychique et l'individuation collective. L'un ne va pas sans l'autre. Mais cela veut dire qu'en m'individuant psychiquement, je participe à la création de relations, ce que j'appelle des circuits d'individuation collective, ces circuits constituant ce que j'appelle des savoirs ou des disciplines. Lorsque un nouveau pharmacone arrive, par exemple le numérique, qui arrive aujourd'hui à l'université, par exemple, pas seulement à l'université, mais notamment à l'université, ou encore à la fiscalité, ou au droit. Qu'est-ce qui se passe ? Ce pharmacone vient court-circuiter tout un savoir-vivre, toute une pratique sociale qui s'était installée avec le pharmacone précédent et qui d'un seul coup devient caduque. Et à ce moment-là, c'est la panique. Comme quand vous donnez un coup de pied dans une fourmilière, ça court dans tous les sens, et c'est la stupeur, la bêtise qui s'impose, car la panique produit la bêtise. Nous sommes en train de vivre un moment de ce type. C'est ce que j'appelle le premier moment du redoublement épocal que provoque une technologie. Redoublement épocal, qu'est-ce que ça veut dire ? Époquet, ça vient de la phénoménologie. Husserl, un grand penseur, qui est en Belgique très connu, puisque les archives de Husserl sont ici à Louvain, Husserl avait posé que la pensée philosophique consistait dans une époquet. C'est un terme qui ne vient pas de lui, mais qui vient des stoïciens, et qui consiste à poser que la pensée passe toujours par une rupture qui commence par un processus d'interruption qui conduit à ce que Gilbert Simondon, par exemple, appelle un saut quantique dans l'individuation, c'est-à-dire une transformation radicale. Moi, je soutiens que ce type de transformation qui engendre ce qu'on appelle de la pensée, qui n'est pas forcément philosophique ou scientifique, qui peut être artistique, politique, affective même, cette transformation est toujours liée à la situation pharmacologique, c'est-à-dire à l'apparition d'un nouveau pharmacone qui vient déstabiliser et mettre en question des états de fait. Dans un premier temps, quand un pharmacone arrive, il produit des courts-circuits, c'est-à-dire qu'il détruit ces circuits de transmission intergénérationnelle qui constituent ce qu'on appelle des savoirs. C'est ça un savoir. Un savoir, c'est une base transgénérationnelle. Par exemple, vous ne pouvez lire Lobachevsky, qui est un des grands transformateurs de la géométrie, que si vous avez lu Euclide, enfin, si vous connaissez la géométrie euclidienne. C'est un processus qui se transmet de génération en génération à travers le pharmacone qui permet cette transmission. Mais en même temps, un nouveau pharmacone peut arriver et qui va court-circuiter tous ces processus, comme par exemple actuellement, le web court-circuite les cours des enseignants dans les écoles ou dans les universités et finalement crée un malaise académique absolument colossal. Pour qu'un pharmacone devienne thérapeutique, il faut le pratiquer dans ce que j'appelle une pharmacologie positive, ce que vous appeliez tout à l'heure une thérapeutique, ce qui n'est d'ailleurs pas exactement pour moi une thérapeutique encore. La pharmacologie positive consiste à faire une critique du pharmacone, une critique positive, qui va montrer non seulement les dimensions toxiques du pharmacone, mais aussi les possibilités nouvelles d'individuation qu'il rend possibles. Et je pense que c'est le rôle de la philosophie aujourd'hui de faire de la pharmacologie positive pour ensuite proposer à la société de s'emparer de ces propositions de pharmacologie positive pour, à travers une politique, en faire une thérapeutique. Et là, madame, je vous réponds. Le philosophe n'est pas un homme politique, il ne doit pas faire politique, contrairement à ce que Platon a voulu faire. Par contre, il doit parler à la cité, il doit s'adresser à la communauté politique pour qu'elle décide à travers les travaux critiques que lui mène, et qui sont des travaux de pharmacie, en effet, de pharmacologie critique. Cette pharmacologie critique doit engendrer
donc ce que j'appelle une pharmacologie positive, qui doit être à l'origine d'un renversement de ce qui me rendait stupide en quelque chose qui va me rendre plus individuant et plus individué. Alors, ayant dit tout cela, et je vois que l'heure tourne très vite, donc il va falloir que je m'approche de quelque chose comme une conclusion, je voudrais dire des choses plus générales. Je voudrais soutenir, au contraire de Avital Ronell et de Jacques Derrida, que toutes les sociétés sont organisées en vue de lutter contre la bêtise. Toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. La société chamanique, la société des Esquimaux, la société clanique, la société des nomades, la société impériale, chinoise, égyptienne ou mésopotamienne, le christianisme, la société laïque, telle que par exemple la France a tenté de l'incarner, toutes ces sociétés sont organisées essentiellement en vue de lutter contre la bêtise, car la bêtise est le fléau de l'humanité. Et la lutte contre la bêtise est elle-même une sorte de savoir. Ce savoir, d'ailleurs, a la forme de l'aïkido. C'est un art martial. Comment je lutte contre quelque chose en me servant de la chose contre laquelle je lutte, contre elle, et donc comment je lutte contre elle, tout contre elle, et finalement avec elle, pour elle en quelque sorte, pour la renverser. Ce que j'appelle ici un savoir, ça désigne aussi bien les savoir-faire et les savoir-vivre que les savoirs académiques. C'est-à-dire, ce que j'appelle les savoirs académiques, ce sont les savoirs exposés à la critique, et plus précisément à une communauté critique de pairs. Ce que j'appelle le savoir académique, c'est le savoir qui sort de l'académie de Platon, tel que Platon l'a pensé, qu'Aristote l'a repensé, qu'ensuite toute la tradition a conduit à Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, et finalement le savoir du XXe siècle, ultra spécialisé, qui procède de toute cette histoire, et qui est constitué de pairs, ce sont des communautés critiques de pairs. Mais il y a trois types de savoirs pour moi, fondamentalement. Donc les savoirs-vivre, qui relèvent de ce que j'appellerais une lutte éthique contre la bêtise. Il y a les savoir-faire qui relèvent d'une lutte pratique contre la bêtise. Contre, c'est-à-dire tout contre, avec la bêtise, avec le pharmacone. Et puis il y a la lutte épistémique contre la bêtise, qui est la lutte académique, ou la lutte savante, si vous voulez. Évidemment, on pourrait discuter ces trois catégories, on pourrait m'objecter qu'il y a certainement d'autres formes de savoir qui n'entrent pas là-dedans, par exemple le sport ou un certain nombre d'autres. Moi, je suis tout à fait prêt à cette discussion, elle m'intéresse beaucoup. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a ces trois grandes catégories de savoir qui permettent de lutter contre la bêtise, qui sont essentiellement dédiées à la lutte contre la bêtise. Et je pense qu'une société, c'est avant tout ce qui est constitué par la formation, la transmission, l'apprentissage et la transformation de tels savoirs. Savoir-vivre, savoir-faire, savoir critiquer, selon des coutumes, des métiers et des disciplines. Les savoir-vivre sont régis par des coutumes, des pratiques coutumières non formalisées. Les savoir-faire sont régis par des métiers. Et les savoirs académiques constituent des disciplines, s'appuyant sur des appareils critiques, etc. Eux-mêmes, en principe, rationnels. Toute une question, d'ailleurs, de la modernité étant de savoir comment ces savoirs critiques, épistémiques, sont compatibles avec les savoir-vivre et les savoir-faire. Parce que les savoir-vivre sont traditionnels et les savoir-faire sont des savoirs de métier. Comment est-ce qu'il est possible, dans la modernité, de faire droit à ces savoir-vivre et à ces savoir-faire sans les détruire? C'est une des immenses questions que pose la modernité. Et sur cela, j'ai des idées, mais je ne vous les exposerai pas. Peut-être que nous en parlerons dans la discussion. Quoi qu'il en soit, ces savoirs dont je viens de vous parler, les savoir-vivre, les savoir-faire, les savoirs critiqués, disons, nous pouvons les perdre. Le savoir-vivre, par exemple, il faut une lutte de tous les instants et un vrai, comme dit Nietzsche, un vrai dressage pour ne pas y renoncer. Et pour ne pas céder à son contraire, pour ne pas être tenté par la bestialité, par l'abandon au non-savoir-vivre, à ce que certains appellent la barbarie, par l'abandon à la bêtise à laquelle on donne, dans ce cas précisément, le nom de bestialité. Il y a néanmoins des pratiques, comme le carnaval par exemple, dont Mikhail Bakhtin est un grand penseur, qui permettent de céder à ces tentations pour permettre de les transgresser et de les sursublimer en quelque sorte, dans des pratiques festives qui elles-mêmes ont un rôle somptuaire et sublime. Donc tout ça est très compliqué. D'autre part, dans le cas du savoir-faire, on se trouve bête ou stupide devant quelque chose quand on ne sait pas faire.
on est paralysé, on est gourd, on est engourdi. Et d'ailleurs, en latin, stupor veut dire engourdissement et paralysie. On est frappé de stupeur par notre incapacité à faire. On ne sait pas planter un clou, on ne sait pas conduire une voiture, on ne sait pas faire ceci, on ne sait pas faire cela. On ne sait pas faire marcher un ordinateur. On ne sait pas comment on va se brancher sur Facebook. Et on demande à son gosse. Et on se trouve tout stupide ou bête de devoir être aidé par un gamin de 7 ans. On est stupide devant un problème pratique. Et si on est stupide devant ce problème pratique, c'est parce que quand on a un problème de ce type-là, on se retrouve impuissant. On se comporte, ma mère disait, comme une gourde. Tu es quelle gourde, disait-elle. Ça désigne la bêtise pratique. Et ça, c'est ce que je crois qu'on appelle en général la stupidité. On est stupide on se retrouve stupide face à une situation pratique. Et enfin, il y a à côté de tout cela, ce que j'appellerais l'incapacité à généraliser, l'impossibilité d'extraire le particulier du général, aussi bien que l'incapacité à maintenir des énoncés conformes entre eux à partir des mêmes axiomes, c'est-à-dire l'incapacité d'accéder à l'universel tel que le définissait Aristote, et qui permet de catégoriser sous des concepts idéaux, que Kant appelle des concepts a priori, etc., pour arriver à produire une pensée non contradictoire, universalisable, c'est-à-dire rationnelle. Et à ce moment-là, on est frappé d'idiotie. D'idiotie au sens où idios, en grec, ça veut dire singulier. Et l'idiome, c'est ce qui a une certaine singularité irréductible. Sachant que, en vous disant cela, je ne suis pas en train de condamner l'idiotie, car je pense que l'idiotie est aussi une source fondamentale du désir, c'est-à-dire de l'intelligence. En disant cela, pour avoir sans cesse plaidé pour la singularité et ce que j'appelle l'idiotité ou l'idiotie de l'idiome, l'irréductibilité de son idiotie, celle dont je parlais tout à l'heure à propos de l'impossibilité de traduire stupidity par bêtise, par exemple, ou bêtise en anglais, eh bien, je voudrais insister sur le fait que l'idiotie du langage peut être renversée en quelque chose qui s'appelle la poésie, par exemple. Les poètes ne travaillent qu'avec l'idiotie du langage. Et la poésie est une forme de renversement de l'idiotie en un art de la singularité, qui est évidemment une ressource essentielle de l'esprit. Quoi qu'il en soit, la conséquence de ce que je viens de dire est que toutes les sociétés luttent contre la bêtise par l'éducation. Toutes sont fondées sur la formation de ce que j'appelle l'attention. Et la formation de l'attention, c'est une lutte contre la bêtise, fondamentalement. D'autre part, j'ai posé qu'il y a diverses formes de bêtise. La bêtise, de manière absolue, ça n'existe pas. Il y a des formes de bêtise. En revanche, chacune de ces formes de bêtise exprime une tendance que j'ai à renoncer à savoir, à renoncer à lutter contre cette bêtise, et cette tendance suppose une contre-tendance. Cette contre-tendance, eh bien, c'est ce que j'appelle le désir d'élévation. Le désir d'élévation, c'est ce dont parle Gilbert Simondon lorsqu'il dit, par exemple, dans la fin du mode d'existence des objets techniques, que dans toutes les sociétés, il y a ce qu'il appelle des points clés qui sont des surélévations qui orientent la communauté vers son destin. Et moi-même, dans un tout petit livre qui s'adresse aux enfants, qui s'appelle Des pieds et des mains, j'ai essayé de m'adresser à des enfants, donc, pour essayer de leur faire un peu de philosophie et de les faire réfléchir sur le fait que dès qu'il y a un petit promontoire, une petite colline, les enfants courent et essayent de grimper dessus. C'est-à-dire que les enfants sont irrésistiblement attirés par l'effort de s'élever. Et en fait, cette tendance-là, eh bien, c'est celle qui est à l'origine de la bipédie même, chez l'être humain. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et ce que montre Simondon, qui d'ailleurs emprunte cette question à Georges Canguilhem, et tout ça, ça nourrit le point de vue de Gilles Deleuze sur la bêtise, c'est que finalement, nous sommes constitués par un désir d'élévation d'un côté et une tendance à la bassesse de l'autre. Bassesse, c'est le mot qu'emploie Deleuze pour désigner la bêtise. Deleuze dit la bêtise, c'est essentiellement la bassesse sous toutes ses formes. La tentation du bas, d'être bas. Donc les sociétés luttent toutes contre la bêtise, mais si elles luttent ainsi toutes contre la bêtise, c'est qu'elles sont toutes habitées par la bêtise. Et en même temps, elles sont toutes habitées par le désir d'élévation. Tout comme nous sommes nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, structurés et clivés par ces deux tendances,
le bien et le mal, etc., tout ce qui constitue un champ de la tentation, eh bien les sociétés elles-mêmes sont structurées de cette façon-là. Et toutes les sociétés, à leur manière, en convoquant le chamanisme, le bouddhisme, le monothéisme, la philosophie, l'esprit des Lumières ou je ne sais quoi, essayent d'inventer des structures sociales pour lutter contre cette bêtise, parce que cette bêtise est atomisante et elle est toujours menaçante pour la société. Quant à nous, nous vivons dans une société qui repose sur l'exploitation de la bêtise. Et nous vivons dans cette société depuis environ un siècle. Car, comme vous le disiez, Martin Legros tout à l'heure, en rappelant un petit peu des choses que j'ai développées dans le passé, nous sommes dans une société industrielle de consommation dont le principe a consisté à capter notre attention et à travers notre attention notre désir pour le fixer sur des objets, des marchandises et pour détourner ces objets, pour détourner notre désir de ces objets spontanés d'attention vers d'autres objets. L'exemple que je donne toujours parce qu'il est frappant et je crois malheureusement assez évident, c'est la façon dont aujourd'hui l'appareil du broadcast télévisuel tente de capter l'attention des enfants le plus tôt possible, autant que possible maintenant à partir d'1 an, pour pouvoir détacher l'attention de l'enfant de ses parents et détourner cette attention vers des objets de consommation. Et pas simplement vers des objets de consommation, mais vers des canaux avec des couleurs, une sémiotique, etc., qui vont les habituer, en se substituant à l'objet transitionnel, à la relation transitionnelle que l'enfant noue à ses parents à travers l'objet transitionnel. Pourquoi faire ? Eh bien, pour aliéner ces désirs. Ce processus que je pourrais décrire longuement, je ne le ferai pas parce que j'en ai très souvent parlé, y compris ici à Bruxelles dans les 10 dernières années, ce processus a commencé à s'installer dans les années 1915-1920. La grande science qui a développé cela s'appelle, à partir des années 50, le marketing. Et ce processus, qui a été très fructueux, très efficace, qui a aussi produit beaucoup de prospérité et de bénéfices, parce que tout n'est pas négatif dans cela, eh bien, ce processus est arrivé à l'exténuation du désir. Il est arrivé à l'exténuation du désir parce que il en est arrivé à détruire ce que j'appelle les moyens de production du désir. Le désir n'est pas quelque chose de spontané. Nous ne naissons pas avec du désir, nous naissons avec de la pulsion. Ce que je vous dis là, c'est ce que dit Freud à partir de 1920. Ça n'est pas la position de Freud avant 1920. Avant 1920, je considère que Freud ne distingue pas clairement désir et pulsion. Vous savez bien que à partir de 1895, il pense que les pathologies hystériques sont le fait de la sexualité. La sexualité, il en fait une théorie en 1905, dans les 3 essais sur la sexualité, où il ne distingue absolument pas la pulsion et le désir. Et d'ailleurs, il lui-même ne parle jamais de désir. D'ailleurs, Freud parle de libido, mais pour lui, libido et pulsion, à cette époque-là, c'est quasiment la même chose. Et ça n'est qu'à partir de 1920 qu'il va raffiner son analyse et qu'il va poser qu'en réalité, la libido, c'est ce qui détourne la pulsion de son but. Quel est le but de la pulsion ? C'est de consommer son objet. C'est-à-dire de l'absorber et de l'anéantir. Consumare, ce qui veut dire détruire, en latin. Et ce que montre Freud à partir de 1920, c'est qu'en fait, le désir, c'est ce qui va transformer cette relation à l'objet de consommation en une relation d'investissement, au contraire. C'est-à-dire, au lieu de consommer l'objet, je vais tout au contraire le protéger. Parce que je l'aime, parce que je le cultive. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je cultive la géométrie ou la peinture ou la politique. Et donc, je vais produire quelque chose que j'appelle une infinitisation de mon objet. C'est-à-dire que je vais faire que mon objet est infiniment plus grand que moi et infiniment plus grand que quoi que ce soit. Il est incomparable, il est absolument singulier et il est l'objet d'une fixation qui va faire que mes pulsions vont être détournées de leur but, c'est-à-dire vont être détournées de la satisfaction de leur but et vont s'investir dans l'objet pour l'objet et non pas pour elles-mêmes. Ça, c'est un processus absolument fondamental par rapport auquel, à mon avis, ce qu'on appelle la French Theory n'a pas été très clair. Ni Derrida, ni Deleuze, ni Foucault, ni Lyotard, à mon sens, n'ont bien compris ce processus. C'est particulièrement visible dans un texte de Lyotard qui s'appelle L'économie libidinale, où il confond allègrement la pulsion avec le désir. Mais c'est aussi vrai, je crois, chez Derrida et chez Deleuze.
Quoi qu'il en soit, je pense que de ce fait, Derrida et Deleuze n'ont pas pu, ni Lyotard, n'ont pas pu faire une critique du consumérisme et n'ont pas pu comprendre ce qui était en jeu dans ce que finalement Guy Debord disait à propos de la société du spectacle, dont je ne partage pas toutes les analyses, mais qui posait des problèmes extrêmement importants, Marcuse également, mais sur des bases qui étaient fallacieuses. Moi j'ai critiqué Marcuse, je m'y réfère, mais pour montrer qu'il avait lui aussi lu de manière un peu superficielle, à mon avis, Freud. Et du coup, cette philosophie du XXe siècle en France, de la fin du XXe siècle, n'a pas pu constituer une critique de l'organisation de la bêtise. C'est-à-dire une critique du devenir autodestructeur du capitalisme consumériste tel que nous, au début du XXIe siècle, à partir de 2007-2008, nous constatons les effets absolument calamiteux de cette organisation où il n'y a plus du tout d'investissement, mais il n'y a que de la spéculation. Parce que ce capitalisme-là, c'est un capitalisme pulsionnel qui repose sur ce que j'ai appelé un populisme industriel, c'est-à-dire une exploitation de la bêtise sous toutes ses formes, depuis Greenspan jusqu'au dernier des derniers. Et cela, c'est ce qui nécessite aujourd'hui une critique pharmacologique. Le seul moyen de lutter contre la bêtise, c'est de renverser les moyens de production de la bassesse, de captation de la pulsion, de destruction de la libido, en de nouveaux dispositifs de production de libido. C'est ce que Gilles Deleuze appelait d'ailleurs, à mon avis, l'art du contrôle, puisque Gilles Deleuze, dans un texte fameux, qui a été publié en 1990 par la revue L'autre journal, qui était consacré aux sociétés de contrôle, là où il montrait que ce que Michel Foucault avait décrit comme des sociétés disciplinaires, c'était devenu des sociétés de contrôle, des sociétés qui en fait constituent ce que je viens d'essayer de décrire d'une certaine manière, même si Deleuze ne les pense pas exactement comme cela. Il dit dans une lettre à Serge Danet, qui est consacrée à la télévision et au cinéma, qu'en fait il faut inventer un art du contrôle, qu'il faut détourner ces technologies de contrôle pour en faire les technologies d'un nouvel âge, si j'ose dire, de l'élévation. Et ça, c'est ce que je crois, aujourd'hui, nous avons la tâche de conduire. De conduire, je vais conclure parce que je vois que l'heure tourne et il faut s'arrêter, de conduire dans un contexte où, je dis ça pour la bonne bouche, si vous voulez, pour plus tard, pour une autre fois peut-être, je crois que la grande question qui est en train d'émerger, à un moment où la pulsion a été anéantie, où le désir a été anéanti, où la société pulsionnelle se développe parce que le processus d'identification primaire aux parents ne peut plus se faire à cause des courts-circuits qui sont produits par les médias de masse, parce que la standardisation des mémoires par les médias de masse chez les individus adultes fait que les individus adultes se sont désindividués profondément, c'est-à-dire qu'ils sont hautement prolétarisés, pour 1000 autres raisons qui font que le capitalisme ne fonctionne plus du tout sur l'investissement, mais uniquement sur la spéculation, et donc n'a plus aucun projet, et n'a donc plus aucune adhésion. Et Max Weber disait que le capitalisme, si on n'y adhère pas, ne peut pas marcher, c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui vivent dans le capitalisme y croient, sinon ça ne marche pas. Cette situation dans laquelle nous nous trouvons laisse aujourd'hui gravement la jeunesse, par exemple, de Occupy Wall Street, des Indignados, de tous ces mouvements sociaux désarmés sans concept pour pouvoir lutter, et dans un contexte où par ailleurs se développe quelque chose de nouveau qui s'appelle le neuromarketing. Le neuromarketing, qui est une façon d'articuler finalement les processus pulsionnels avec des automatismes technologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une pulsion ? C'est un automatisme. En fait, il m'est souvent arrivé de dire, je vais vous le dire encore, c'est une rhétorique qui peut vous paraître très vulgaire et elle l'est un peu, mais il m'est souvent arrivé de dire à des gens qui, comme vous, m'écoutaient, imaginez que maintenant je projette un film pornographique derrière, pendant un quart d'heure, eh bien, votre attention va disparaître. Vous ne me consacrerez plus d'attention suffisamment, même si vous appelez le pape, parce que même le pape est habité par des mécanismes pulsionnels qui sont des automatismes auxquels il est quasiment impossible de résister. La légende de Saint-Antoine, enfin la situation de Saint-Antoine décrit précisément cela. Et donc la lutte contre le démon, c'est la lutte contre des automatismes qui sont en moi. Aujourd'hui, le neuromarketing travaille à l'exploitation directement des mécanismes les plus automatiques qui soient au niveau des couches basses du cerveau, pour les articuler avec des automatismes technologiques et pour faire ce que j'appelle pour développer ce que j'appelle une société automatisée, où finalement nous ne fonctionnerions plus que comme des automates, en court-circuitant, en convoquant nos pulsions et en court-circuitant totalement les couches supérieures du cortex cérébral, là où nous acquérons
l'insertion dans des disciplines, dans des savoirs, là où nous nous civilisons, ce qui demande des années d'apprentissage, de formation, de rapport à des milliers et des milliers d'années de civilisation. Et aujourd'hui, il est très clair que le neuromarketing a pour but de court-circuiter cette affaire. Quand je vous dis cela, ça n'est pas du tout pour lutter contre l'automatisation, car je pense que l'automatisation peut être mise au service de la capacitation, du développement, de l'augmentation de soi, mais pour dire que si nous n'avons pas une politique de cela, qui n'est pas réductible à le simple but de profitabilité économique, nous courons réellement à une grave catastrophe. Voilà, j'avais pas mal d'autres choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là, parce que je parle depuis longtemps, et je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre attention. Merci. Merci Bernard Stiegler d'avoir ainsi posé en quelque sorte l'ensemble des concepts et nous avoir permis de penser avec vous sur la bêtise. Moi j'aurais juste deux petites questions avant de donner la parole à la salle. Une première question qui serait sur, si je vous suis, en réalité nous sommes la plupart du temps bêtes. C'est-à-dire que nous sommes des êtres rationnels certes, mais nous pensons peu. Et quels sont, si vous pouvez donner un exemple où, en quelque sorte, nous utilisons vraiment, vous parlez du passage à l'acte de la raison. C'est quoi un passage à l'acte de la raison qui nous fait passer, en quelque sorte, de la bêtise à l'intelligence? Première petite question. Et deuxième question, vous avez botté en touche sur la question de l'animalité, même si vous y avez touché tout de même. Je voulais savoir, est-ce que tout de même la bêtise n'est pas le propre de l'homme, pour le tourner de manière un petit peu ironique, c'est-à-dire, je ne vois pas d'animaux bêtes. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette bêtise proprement humaine? Et là, une dernière petite incise, vous avez écrit à plusieurs reprises sur la violence, en particulier, vous avez un très beau texte sur Richard Dern, ce passage à l'acte violent. Est-ce que la bêtise a un rapport avec la violence? Il me semble que au XXe siècle, c'est évident, c'est-à-dire les grandes idéologies qui sont des rationalisations de bêtes, en quelque sorte, ont conduit à des violences démesurées. Et il me semble que les nouvelles formes de bêtises que nous vivons aujourd'hui, qui seraient plutôt des bêtises non pas de rationalisation, je sais quel est l'avenir de l'histoire, je sais de quel côté il faut être, je sais où sont les vainqueurs et les justiciers. C'est plutôt aujourd'hui une bêtise de manque d'attention, comme vous disiez. C'est-à-dire nous avons besoin de nous concentrer, nous n'arrivons plus à nous concentrer. C'est pas de la rationalisation, c'est une difficulté à se concentrer, ou c'est une sollicitation incessante, ou ce qu'on appelle le zapping en quelque sorte. Donc quel est le rapport entre cette nouvelle forme de bêtise qui est la nôtre aujourd'hui, en regard de celle du XXe siècle par exemple, et les passages à l'acte violents qu'elle peut générer? D'accord, merci bien. Alors la question du passage à l'acte noétique, parce que je l'appelle comme ça, parce que je vais devoir me référer à Aristote, ce que j'avais prévu de faire dans la suite, mais j'étais trop long, donc... pour moi, la source de toute cette réflexion dont je vous ai parlé là ce soir, c'est Aristote. C'est une lecture que j'ai faite il y a bien longtemps maintenant, au début des années 80, du traité de l'âme d'Aristote, dont d'ailleurs j'ai découvert le contenu d'abord par un commentaire qu'en donne Hegel dans le deuxième tome, je crois, de son histoire de la philosophie, qui est un commentaire, à mon avis, absolument lumineux. Aristote donc a développé dans le traité de l'âme une théorie des âmes. Alors ce qu'il appelle les âmes, c'est au sens anima, c'est-à-dire mouvement, les êtres dotés d'un automouvement, que sont les plantes, les animaux et nous, ce que nous appelons les hommes. Lui il appelle ça les êtres noétiques, dotés d'un esprit. Il dit que il y a trois sortes donc d'âmes, d'êtres vivants, si vous voulez. Mais qu'en fait, un être vivant comme nous, par exemple, nous sommes des êtres vivants, hein, les êtres noétiques, nous avons en nous un mode d'individuation, ce qu'il appelle sensitif, c'est-à-dire le mode de l'animal, et le mode sensitif a lui-même un mode d'individuation végétatif, la plante. Et Aristote dit, la plupart du temps, un animal, un être sensitif, est sur le mode végétatif. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme un ensemble de plantes. Son foie, son cœur, tout ça sont des espèces d'organes qui fonctionnent sur un mode végétatif. D'ailleurs, le mot végétatif est utilisé en médecine, pour décrire le fonctionnement de la physiologie, enfin des organes. Et il ne passe à l'acte sensible
que de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que le passage à l'acte sensible? Eh bien, c'est lorsque il se reproduit. Voilà. Il se reproduit. Quand il se reproduit, alors là, c'est moi qui interprète. Hein, je donne une interprétation d'Aristote. Vous ne trouverez pas ça dans Aristote lui-même, mais je donne une exemplification de ce que je crois être sa pensée. Lorsque l'animal se reproduit, eh bien, il se met en péril. C'est-à-dire qu'il n'est plus au service de son autoconservation, mais au service de la reproduction de l'espèce, quitte à en mourir. C'est-à-dire que c'est pour ça que des mâles, par exemple, peuvent se battre à mort, jusqu'à ce qu'il passe à cet acte sensitif. Il était sur le mode de la nutritivité, c'est-à-dire qu'il se nourrissait, il s'entretenait, il maintenait son potentiel vital, et d'un seul coup, il va renoncer à se nourrir, il va renoncer à tout. Pourquoi? Pour accomplir le développement de l'espèce, la reproduction de l'espèce. Là, il passe à l'acte, c'est-à-dire qu'il passe sur... Il opère ce que j'appelle avec Simoneau un saut quantique, au sens de la physique quantique. C'est-à-dire qu'il saute dans quelque chose d'absolument autre. Aristote dit, nous-mêmes, les êtres noétiques, qui sommes capables parfois d'avoir une idée, comme disait Socrate ou Platon, qui sommes parfois capables d'un seul coup de totalement nous mettre en question et de tout mettre en question. Parce que c'est ça l'âme noétique, elle peut absolument être en mouvement total. Et elle peut toujours tout mettre en question. Eh bien, nous ne passons à ce mode-là que de temps en temps. La plupart du temps, nous sommes sensitifs, c'est-à-dire que nous nous comportons comme des animaux. Nous sommes au service de notre reproduction, peut-être d'ailleurs par une pulsionalisation de notre comportement, etc., etc. Alors, votre question était, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte noétique? Énorme question, évidemment. Énorme question, j'aurais du mal à vous répondre ce soir en peu de phrases. Je considère que nous sommes tous habités par ce que j'appelle un défaut qu'il faut. Ce qui n'est pas exactement ce que Jacques Lacan appelait le manque, même si ça a beaucoup à voir, car la structure du désir, pour moi, a partie liée à ce que j'appelle le défaut, ce que Jacques Lacan appelait le manque. Et ce défaut, il fait que nous nous comportons en général de manière à combler ce défaut, mais à combler ce défaut la plupart du temps pour l'annuler. Et pas pour nous en trouver individués, pas pour nous en trouver transformés. Et à partir de là, nous développons des comportements que j'appelle stéréotypiques, c'est-à-dire qui conduisent d'ailleurs, par exemple dans les comportements névrotiques, à des obsessions, à des mécanismes typiques du névrosé, etc., etc., mais qui conduisent aussi à, par exemple, on rencontre quelqu'un dans la rue, bonjour, comment ça va, etc., on dit des banalités, bon, on occupe le truc, par défaut, on emploie ce que Jacobson appelait la fonction fatigue, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien à se dire, mais on a tout un registre, tout un vocabulaire de choses toutes faites, de stéréotypes qui font qu'on comble la chose. On n'a rien à se dire, mais on a tout à se dire. Le problème, c'est que si on a quelque chose à dire à quelqu'un d'autre, il faut se mettre, c'est à soi-même d'abord qu'il faut être capable de le dire, c'est-à-dire qu'il faut se mettre gravement en question. Et en général, ce qu'on a à dire, ça relève de ce que j'appelle, enfin c'est pas en général, selon moi c'est toujours, ce que nous avons à dire aux autres relève de ce que j'appelle les traumatypes. C'est-à-dire que nous avons été marqués, traumatisés, frappés, blessés, choqués dans notre vie antérieure, dans la nôtre ou dans celle de nos ancêtres d'ailleurs, dans ce dont nous héritons, il y a des traumatismes, des traumatypes, des questions, on dirait dans le langage de Heidegger, que parfois dans certaines circonstances nous pouvons faire réémerger. Exemple, le dialogue platonicien dont vous parliez tout à l'heure. Ménon, l'esclave, Socrate. Où tout à coup, quelque chose va se produire. Vous savez bien que tout ce que décrit Socrate dans le dialogue avec l'esclave, c'est d'abord la résistance de l'esclave à vouloir vraiment penser. C'est pas que l'esclave ne veuille pas vraiment penser, c'est que la pensée est ce qui se confronte à ce qui résiste à la pensée. D'abord, hein. Ça résiste à la pensée. Et la pensée doit toujours lutter contre ce qui, en celui dont elle provient, essaye d'empêcher la pensée de penser. Parce que penser, c'est s'altérer. Alors là, je suis évidemment dans un discours très opposé à ce que, en tout cas, à une partie de ce que dit Platon. Parce que, par tout un pan, Platon dit qu'au contraire, penser, c'est accéder au même. Moi, je dis que c'est accéder à l'autre. Bon, à l'autre, non pas simplement à l'autre qui est hors de moi, mais à l'autre qui est en moi. Et ce processus-là, c'est ce que j'appelle un processus de transindividuation. Vous avez cité ce terme comme un terme mystérieux. Qu'est-ce que la transindividuation ? Je vous le disais tout à l'heure, lorsque je m'individue psychiquement, si je ne m'individue pas aussi avec d'autres, c'est-à-dire si je ne participe pas à une individuation collective, comme j'essaie de le faire avec vous, parce que je parle là
pour m'individuer, mais en essayant et en espérant que vous vous individuez un petit peu avec moi, l'individuation psychique, c'est toujours une co-individuation. C'est ça d'ailleurs que Socrate décrit comme un dialogisme fondamental de la pensée. Il dit, la pensée c'est d'abord un dialogue. Bon. Avec soi-même notamment, mais ça c'est dans tes têtes, mais bien avant il dit, on pense avec l'autre, c'est-à-dire on pense en dialoguant. Ça veut dire que quand on pense, on ne s'individue qu'en se co-individuant avec quelqu'un d'autre, l'autre pouvant s'individuer contre vous-même d'ailleurs. Parce que deux thèses qui s'affrontent se co-individuent dans l'opposition. Les co-individuations peuvent être questionnantes, affirmatives, négatives, etc. Mais en me co-individuant avec un autre, je participe à l'individuation de tout un ensemble, qui peut être la langue que nous partageons, par exemple, nous allons transformer en nous co-individuant, en fabriquant un nouveau mot qui va circuler, et tous les mots que nous employons aujourd'hui, là, que j'emploie en ce moment même, ont été forgés un jour pour la première fois. C'est quelque chose dont nous n'avons pas conscience, mais il y a eu une première fois où un mot est apparu. Hein. Et ce processus-là, c'est ce que j'appelle le processus de la transindividuation. Alors, le passage à l'acte noétique, c'est ce qui fait que je baigne dans un champ de transindividuation que je partage de manière stéréotypée, et d'un seul coup, ce stéréotype devient traumatypique. C'est-à-dire que d'un seul coup, au lieu de me conforter dans une espèce de répétition qui est ce que Gilles Deleuze, dans différentes répétitions, appelle la mauvaise répétition, et il pense aussi là, évidemment, à Kierkegaard, et bien d'un seul coup, ça produit ce que Gilles Deleuze appelle une bonne répétition, c'est-à-dire une différence. C'est-à-dire une production idiomatique qui va faire que, après Marcel Proust, la langue française n'est plus la même. Après avoir rencontré telle personne, moi je ne suis plus la même parce que cette personne m'a altéré, etc., etc. Et ça, ce sont des processus de passage à l'acte noétique. Alors évidemment, dans les champs comme la physique, la géométrie, la linguistique, ou je ne sais quoi, ce sont des champs extrêmement contraints, qui sont soumis à des règles très précises, etc., etc., et où il se produit, alors toute l'épistémologie, par exemple, Thomas Kuhn va analyser ça comme ce qu'on appelle des changements de paradigme. Il y a toutes sortes de théories de tout cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le pharmacone joue un rôle fondamental dans cette affaire. Alors, votre deuxième question, c'était animalité et bêtise. En effet, j'ai pas voulu botter en touche, mais j'avais pas le temps d'en parler. Ce que dit Deleuze, c'est précisément ce que vous avez dit. C'est-à-dire que l'animal ne peut pas être bête. Il n'y a que les hommes qui peuvent être bêtes. Parce que l'animal n'est pas soumis à la tentation. Ni de s'élever, ni de régresser. Un animal ne connaît pas ce genre de questions. Il n'en fait pas l'épreuve. Il n'est pas de... Alors, dans un langage traditionnel, on dira il ne connaît pas la liberté, il ne connaît pas la morale, etc. C'est pas comme ça que Deleuze pose les problèmes. Après Canguilhem et après Simonon, il le pose en termes de polarité, d'un champ polarisé. Il dit... Ce qu'on appelle l'être humain, moi je dis plutôt l'âme noétique avec Aristote, c'est un champ polarisé auquel l'animal échappe. Voilà. Et donc, il n'y a pas de régression chez les animaux. En revanche, l'être humain ou l'être noétique, c'est-à-dire il n'y a pas de désir chez les animaux non plus. Parce que le désir, c'est quelque chose qui infinitise son objet, et vous me direz, mais il y a des formes de fidélité chez les animaux, etc. Oui, mais ce ne sont pas des processus d'infinitisation. Ce sont des processus de survie de l'espèce qui sont organisés de telle manière dans telle espèce, etc. Mais ce ne sont pas des processus d'infinitisation. L'amour ne peut être que fou, par exemple. Il faut de la folie pour que le désir puisse se produire comme désir. C'est une forme de la folie, le désir. C'est ce que disent Roméo et Juliette, d'une certaine manière, d'ailleurs. D'une certaine manière. Et donc, cette infinitisation qui permet cette sublimation, cette élévation, etc., elle n'est possible qu'au prix d'une possibilité de régression absolue, c'est-à-dire de barbarie, de sauvagerie radicale dont les animaux sont incapables. Alors, si Deleuze et Derrida sont en conflit là-dessus, enfin si Derrida plutôt cherche des noises à Deleuze là-dessus, c'est parce que Derrida il voit une répétition de ce qu'il appelle l'opposition métaphysique entre l'homme et l'animal, ce que je comprends très bien. Moi, si je suis très proche de Derrida, c'est parce que je pense comme lui qu'il ne faut pas faire des oppositions. Mais je pense que c'est pas parce qu'on ne fait pas d'opposition, par exemple, on n'oppose pas l'homme et l'animal. Tout à l'heure, je disais avec Aristote que nous sommes des êtres, des âmes sensitives, c'est-à-dire animales. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire de distinction. Si, par exemple, on refusait ce que je viens de dire, à savoir que même s'il ne faut pas opposer, on peut distinguer, à ce moment-là, si on refusait ça, comme Derrida le fait, on ne pourrait plus dire, par exemple, qu'il y a une différence entre la plante et le minéral. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une plante ? C'est un ensemble de sels minéraux, finalement, qui sont combinés entre eux. Hein, et alors on dira, mais finalement, il n'y a pas de différence entre la plante et l'animal, et la pierre, et le minéral. Si, bien entendu, il y a une différence. Mais c'est pas parce qu'il y a une différence qu'on construit une opposition. Donc je considère que Deleuze cherche des noises inutilement, que Derrida cherche des noises à Deleuze là-dessus, de toute façon tout à fait inutile. Alors quant à votre dernière question, eh bien, ça c'est une immense question, sur laquelle...
il me faudrait du temps pour vous répondre, et même que j'y réfléchisse un petit peu, parce qu'il y avait derrière ça la question d'une forme de violence nouvelle, peut-être. Hein. C'est derrière le problème des sociétés de contrôle dont parle Deleuze, d'ailleurs, hein, de toute évidence. Cette forme de violence, moi je dirais qu'elle est liée à ce que, c'est pour ça que je termine là-dessus, à ce que j'appelle l'automatisation, c'est-à-dire que le but, ce n'est plus de soumettre à une violence physique ou autre, ou morale même, les individus humains, c'est de contrôler leurs automatismes et de les priver de leur possibilité de se désautomatiser, c'est-à-dire de se comporter autrement comme des machines. Et ça, c'est ce que j'avais écrit dans un livre qui s'appelle « De la misère symbolique », dans un chapitre qui s'appelait « La fourmilière numérique ». Bon, aujourd'hui, nous voyons très bien comment la traçabilité numérique peut nous amener à nous comporter comme des insectes sociaux électroniques, et que toute une partie du développement contemporain de la technologie va vers cela, de toute évidence. Ce n'est pas du tout la science-fiction, ce sont des choses extrêmement actuelles, contemporaines, et qui mériteraient un débat public beaucoup plus grand, et que je trouve scandaleux que les hommes politiques ignorent très profondément. Par ailleurs, puisque vous parliez des totalitarismes, des violences idéologiques qui ont pu être engendrées par des formes de certitude, etc., on ne peut pas ignorer par ailleurs les phénomènes de ce que j'avais analysé dans mes créances discrédiques, qui était ce que j'appelle la sublimation négative. À partir du moment où vous privez la jeunesse, par exemple, de la possibilité de se projeter dans un processus de sublimation, ce qui est ce que Antigone reproche à Créon. Lorsqu'Antigone dit à Créon « tu n'as pas le droit de ne pas respecter l'obligation d'enterrer les morts et le droit à la sépulture pour tous les morts, tu es en train de commettre un crime contre quelque chose qui appartient à ce que, dans le langage contemporain, on appellerait le super-ego, le surmoi. » Et donc, elle va transgresser la loi de Créon en disant que la loi de Créon n'est plus représentative elle-même du symbolique, et elle va s'instituer en quelque sorte par une sublimation négative, c'est-à-dire criminelle, parce que du point de vue de Créon, elle est dans un comportement criminel, elle ne respecte pas la loi du tyran, et je pense que tout adolescent a besoin de cette sublimation négative. Le rapport des adolescents à ses parents, c'est-à-dire à la société, parce que ses parents sont les représentants de la société, c'est un rapport de sublimation négative. Si cette sublimation négative n'est pas inscrite et encapsulée dans un horizon de sublimation tout court, alors elle se transforme en sublimation terroriste. Et le terrorisme, tel qu'il peut le terroriste peut se faire sauter avec ceux qu'il sacrifie, et pour lui il les sacrifie, il ne les tue pas, c'est une figure qui s'inscrit dans cet horizon-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui ce qui nous menace, c'est de produire de la folie meurtrière par l'exploitation d'une pulsion qui fait que le désir ne se produisant plus, et l'homme ne pouvant pas se passer de désir, il essaye de reconstruire des horizons de sublimation négative qui peuvent prendre des voies absolument criminelles et totalement incontrôlables par ce que j'appelle les individus désaffectés. Voilà, donc l'horizon pour moi il est dans vos questions entre l'automatisation d'un côté, le comportement de sublimation négative criminelle de l'autre, et c'est ça les grands dangers qui nous menacent. Merci de ces précisions. Alors je crois qu'il y a un micro qui devrait être présent dans la salle, voilà, là en haut. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a déjà ici devant. Merci pour votre exposé. Je voudrais revenir au savoir-vivre et au savoir-faire, dont vous dites qu'il faut absolument garantir la pérennité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui provoque l'obsolescence accélérée de ces savoir-vivre et de ces savoir-faire, c'est l'essor technologique sans frein de l'hypercapitalisme, et aussi lié à un processus d'accélération générale de la modernité tardive. Alors, comment comptez-vous pouvoir dompter cet essor technologique pour l'empêcher de détruire d'une manière accélérée ses savoir-vivre et ses savoir-faire? Merci. Merci à vous pour cette question très, très, très importante et qui va me permettre d'éclairer des éléments de perspective de ce que j'ai essayé de dire ce soir. Vous avez tout à fait raison, le problème de l'accélération est une question absolument fondamentale. Si on veut traiter de cette question, il faut l'aborder du point de vue de l'économie, et en particulier de l'économie de Schumpeter, de ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, qu'il présentait comme, en quelque sorte, le salut des contradictions du capitalisme, puisqu'il présentait cela comme ce qui venait résoudre ce que Marx avait décrit comme les contradictions de la baisse tendancielle du taux de profit et un certain nombre d'autres contradictions conséquentes de cette baisse tendancielle du taux de profit.
c'est ce qui a conduit, avec l'accélération des temps de transfert de technologie, qu'on a réduit d'une vingtaine d'années à l'époque de Ford à aujourd'hui dans certains domaines, quelques semaines, voire quelques jours. Dans le génie logiciel, c'est une innovation quasi permanente, qui a conduit à une accélération telle que la société ne peut absolument plus s'approprier les technologies. Moi, je considère que cette situation va changer pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'elle n'est plus soutenable, tout simplement en termes physiques. On n'a plus suffisamment de métaux rares, on n'a plus suffisamment de matières premières, comme on les appelle, de raw material, disponibles pour pouvoir continuer sur ce rythme effréné. Mais je dirais que c'est aussi, et je dirais c'est surtout parce que cette innovation-là, ce modèle-là de l'innovation, qui est donc l'innovation qui a conduit, l'innovation ultra accélérée, c'est l'innovation pulsionnelle pour moi, qui fait que, vous le savez bien, hein, c'est extrêmement connu maintenant, un industriel comme celui-là, par exemple, qui a fabriqué cet appareil, à partir du moment où il met l'appareil sur le marché, il faut qu'il invente l'appareil qui va, ce qu'on appelle la killer application ou la killer production, qui va venir détruire cet appareil avant qu'un concurrent ne vienne le faire. Donc un industriel lutte toujours contre lui-même, ce qu'il perçoit d'ailleurs sûrement quand il est chef de projet comme une lutte contre sa propre bêtise. C'est-à-dire contre son enfermement dans ses propres modèles, etc., etc. Ce dont Steve Jobs était un incroyable penseur. Bon. Mais moi je crois que cette forme-là de l'innovation va arriver à son terme. Qu'elle est arrivée à son terme d'ailleurs. Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que les consommateurs n'y trouvent plus de plaisir, même si on se dit, je viens de l'acheter celui-là, c'est formidable, il ne pèse rien, formidable, mais on s'en lasse extrêmement vite, et en fait on n'est plus dans une relation de culture, mais de dépendance en effet. Je ne dis pas particulièrement à cet objet, mais d'une façon générale, la consommation est devenue addictive. Elle n'est plus une consommation par désir, mais par addiction, par dépendance. Et ça, toutes les enquêtes de marketing le font apparaître. Donc ce sont les gens du marketing qui le disent. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand on me dit souvent, mais vous êtes un adversaire du marketing, les seuls qui ne croient pas ça, ce sont les gens du marketing. Parce qu'ils me lisent beaucoup et je discute beaucoup avec eux et ils pensent que j'ai tout à fait raison. Très souvent, ils me disent, mais c'est exactement ce que nous montrent toutes nos études. Donc, aidez-nous à trouver d'autres... Moi, je plaide avec ces gens-là et beaucoup d'autres, avec des ingénieurs, avec des industriels, pour ce que j'appelle l'innovation sociale. Je pense que l'innovation de demain, c'est une innovation sociale. Ce sont ce vers quoi on va aller en matière d'innovation, c'est précisément dans l'invention de nouvelles formes de savoir, qui pourront et qui devront, qui sont déjà pour une partie d'entre eux, des facteurs de production de valeur économique. Et que donc l'avenir de l'économie est dans l'invention d'une nouvelle forme de l'innovation, qui n'est plus une innovation destructrice, mais une innovation créatrice, si j'ose dire. J'emploierai le mot créatrice ici quasiment au sens de Bergson. Et c'est-à-dire productrice de négantropie et non plus d'entropie. Ça produit beaucoup d'entropie aujourd'hui. Je dis, ça produit aussi de la négantropie, hein, sinon ça ne marcherait pas, sinon ça ne se vendrait pas, etc. Mais le bilan global, au sens où Georges Bataille disait qu'il fallait une économie générale qui ait une vision global du processus économique et général, eh bien, il est que tout ça produit quand même plus d'entropie que de négantropie. Donc c'est plus toxique aujourd'hui que thérapeutique. Mais ça peut devenir tout à fait thérapeutique, ça suppose de l'innovation sociale. Mais une innovation sociale suppose de nouvelles organisations sociales, nouvelles conceptions de l'économie, du capitalisme, ou de ce qui devrait lui succéder un jour ou l'autre, etc., etc. Et ça ne veut pas dire... Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'innovation va se poursuivre, que je crois que ces machines-là, qui sont des machines que j'appelle, moi, des machines du temps-lumière, c'est-à-dire qui sont capables de produire à la vitesse de la lumière des résultats, des communications, des traitements, des process, etc. Si ils sont inscrits dans un processus d'innovation sociale, c'est-à-dire de co-individuation et de transindividuation reconçu entièrement par rapport à cette pharmacologie, la vitesse est mise au service de la lenteur. Parce que la pensée, c'est absolument lent. Penser, ça veut dire aller extrêmement vite à découvrir que tout est extrêmement lent. C'est vraiment ça le processus de la pensée. C'est ce qui articule et qui potentialise des vitesses et des lenteurs, des vitesses infinies, des lenteurs infinies, et qui à partir de là produit de la négantropie. Mais ça suppose de reconcevoir intégralement le modèle industriel contemporain, et évidemment, tout est remis en cause. La recherche-développement, le marketing, le design, la distribution, la socialisation, et ça suppose de concevoir un modèle, disons, d'éducation au sens où j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation comme lutte contre la bêtise, tout à fait nouveau, et il y a beaucoup de travail.